Bien, bonjour à tous. Je suis Benjamin Ducol, je suis responsable de la recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Vous aurez l'occasion d'entendre parler de cette initiative plus longuement lors de la journée de demain où le directeur du centre présentera un peu le dispositif que nous avons du côté du Québec et du côté de Montréal. Avant de commencer, je souhaiterais tout d'abord remercier évidemment le préfet Ngan pour l'organisation de cette journée et pour la possibilité de pouvoir m'adresser devant vous aujourd'hui. Je voudrais évidemment remercier aussi toute son équipe qui est derrière l'organisation et qui sont les petites mains de ces 2 journées de conférence. Et finalement remercier évidemment l'audience qui est aujourd'hui. Alors, on m'a demandé évidemment d'introduire un peu cette journée et dans le cadre des 30 et quelques minutes qui me sont imparties, je vais essayer d'aborder un certain nombre de questions qui, je pense, vont revenir au cours des 2 prochaines journées. Alors, je vais essayer de revenir sur les enjeux conceptuels et sur les enjeux explicatifs de la radicalisation. C'est un terme qu'on utilise beaucoup et qu'on utilise souvent à toutes sortes de sauces. Vous voyez, le sommaire de ma présentation aujourd'hui va porter sur un certain nombre de points. Le premier, revenir sur la question de la définition de cette notion de radicalisation. Qu'est-ce qu'on entend finalement par le terme de radicalisation? Dans un deuxième temps, comment comprendre la radicalisation? Comment essayer de la théoriser à partir, encore une fois, d'un ancrage de terrain, d'un ancrage théorique? Je reviendrai évidemment sur la question de l'Internet, qui est une question qui est aujourd'hui en filigrane de toutes les discussions sur la radicalisation. Et j'insisterai un peu dans le prolongement de ce que Gilles Kepel a avancé ce matin, sur l'importance finalement de créer de manière durable et surtout profonde des liens de plus en plus, on va dire, tenus entre les chercheurs et les milieux de pratique. Alors, radicalisation menant à la violence, il y a tout un tas de termes qui sont aujourd'hui utilisés dans l'espace public. Nos compatriotes anglo-saxons utilisent davantage le terme d'extrémisme violent. Du côté de la francophonie, de la France, de la Belgique, du Québec, on utilise davantage ce terme de radicalisation. Dans le cadre du Québec, nous utilisons le terme de radicalisation menant à la violence pour préciser les choses d'une certaine manière. La question de la radicalisation aujourd'hui, elle est très souvent substituée à celle du terrorisme. On utilise très souvent le terme de radicalisation comme si on utilisait le terme de terrorisme. Or, il me semble important de préciser les choses et surtout de les distinguer. Être radical n'est pas une mauvaise chose en soi. Être radical, c'est quelque chose qui peut être absolument bénéfique dans notre société. L'histoire est composée de grands radicaux qui ont fait changer les positionnements sociétaux sur tout un tas de sujets, que ce soit l'égalité entre les hommes, le statut de la femme, etc., etc. Ce qui fait la spécificité de la radicalisation menant à la violence, c'est le basculement d'un espace qu'on appelle précriminel, c'est-à-dire d'un espace où les individus revendiquent leur position sociale, leur cause, leur idéologie dans le cadre des règles de droit d'un État, au basculement du côté d'un espace criminel qui vient finalement enfreindre le contrat social que nous avons mis en place ensemble à travers des séries d'actions qui sont des séries d'actions violentes ou qui se situent en dehors finalement du cadre légal. C'est comme ça qu'il faut penser la radicalisation, comme ce processus qui emmène un individu à vouloir agir sur l'espace public et sur l'espace politique à travers des moyens qui sont au début légaux, mais qui finissent finalement par rentrer dans le spectre de l'espace criminel. Alors, du côté de Montréal, nous utilisons cette définition de la radicalisation menant à la violence. Nous utilisons la radicalisation menant à la violence comme un processus selon lequel des personnes adoptent un système de croyances extrêmes, comprenant la volonté d'utiliser, d'encourager ou de faciliter la violence en vue de faire triompher une idéologie, un projet politique ou une cause comme moyen de transformation sociale. Alors, dans cette définition, il y a 2 dimensions qui sont schématisées à travers ce schéma. Il y a tout d'abord une dimension idéologique ou cognitive. La radicalisation, c'est avant tout une radicalisation qui se fait sur les idées, sur les croyances des individus. Toutefois, toute radicalisation des croyances n'est pas nécessairement une radicalisation violente. On peut très bien être pris dans ses croyances, on peut très bien être absolu dans ses croyances sans nécessairement être violent en tant que tel. Et quand je vous dis, il faut bien faire la distinction entre un espace qui est un espace précriminel qui se situe dans le cadre du droit collectif et un espace criminel qui finalement vient rompre à la fois le contrat social mais à la fois les règles de droit, il est important de faire la distinction justement entre ce niveau qui est le niveau des croyances, qui est une radicalisation idéologique, et une radicalisation violente qui, elle, se situe dans les comportements, dans les actions adoptées par les individus.
Ce qui fait la spécificité finalement de la radicalisation menant à la violence, c'est ce basculement qui s'opère à travers des croyances idéologiques qui deviennent de plus en plus exclusives et de plus en plus prédominantes d'un point de vue individuel, au point que la violence, finalement, les comportements violents deviennent la solution choisie par les individus pour revendiquer, encore une fois, leur cause, leur motivation, leur objectif idéologique. Alors, c'est ce mouvement qu'il convient d'expliquer et d'analyser. L'enjeu du côté de la recherche, quand on s'intéresse à la question de la radicalisation menant à la violence, c'est d'essayer de trouver une juste balance entre la singularité des parcours individuels. Chaque trajectoire finalement de radicalisation possède ses spécificités et ses dimensions individuelles, mais néanmoins de trouver une explication qui est suffisamment généralisable. C'est tout l'enjeu de la recherche. On ne peut pas finalement simplement dire que tous les cas de radicalisation sont différents. Il faut, à un moment donné, essayer de retomber sur une généralisation, sur des similarités qui peuvent exister entre les différentes trajectoires. Alors, évidemment, le débat aujourd'hui porte sur l'idée qu'il n'existe pas de profil en soi pour les individus qui se radicalisent. Et c'est effectivement vrai. Si l'on regarde, je vous ai mis une petite palette d'individus qui sont des individus radicalisés. On a des gens qui sont radicalisés pour tout un tas d'idéologies. Vous voyez évidemment des gens qui sont... Alors, il y a certaines figures que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui sont des Canadiens partis du côté de la Syrie. On a tout en bas à droite un individu qui est l'auteur d'un attentat contre une clinique anti-avortement du côté des États-Unis. On a évidemment Anders Breivik. La radicalisation aujourd'hui, c'est non seulement une diversité de radicalisation idéologique sur les motivations, sur les causes finalement qui poussent les individus à agir de manière violente, mais c'est aussi une diversité de profils sociaux. On a des gens qui sont issus de profils sociaux extrêmement aisés, comme on a des gens qui sont issus de profils sociaux extrêmement complexes et compliqués. On a des gens qui se trouvent dans des situations familiales extrêmement dysfonctionnelles. On a aussi beaucoup d'individus qui se trouvent dans des familles très aimantes et très fonctionnelles. Donc, il n'y a en soi pas de profil individuel sur la radicalisation. Ce qui pose néanmoins la complexité de savoir comment finalement trouver un certain nombre de généralisations, un certain nombre de points communs à travers ces trajectoires. Schéma qui est très intéressant, que j'ai emprunté à des collègues chercheurs américains, qui montre finalement une série de trajectoires individuelles dans la radicalisation. Vous voyez, chaque ligne, finalement, c'est un parcours individuel. Les codes US 268, US 330, c'est une histoire individuelle de radicalisation. Et ce que l'on remarque très bien, ce que j'aime beaucoup dans ce schéma, c'est vous voyez la diversité de cheminement dans la radicalisation. Toutes les étapes sont sensiblement différentes d'un parcours à un autre, ce qui nous montre bien qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de parcours typique dans la radicalisation. Vous voyez que le premier parcours, par exemple, on commence avec une sorte de désillusion amoureuse, une rupture amoureuse, qui est le point de départ de cette trajectoire, qui va se poursuivre ensuite par une recherche d'informations, qui fait peut-être suite à cette désillusion amoureuse ou pas, mais en tout cas qui mène l'individu progressivement à changer son style de vie, à changer ses relations, qui va ensuite l'emmener à vouloir, on va dire, s'insérer dans un groupe, qui va lui finalement le conduire à un désir d'agir et d'agir de manière violente. Si vous prenez une autre trajectoire, par exemple, quatre lignes plus bas, vous avez une trajectoire qui commence davantage par la rencontre avec une figure charismatique, avec un agent de radicalisation, qui va l'emmener progressivement dans un milieu, qui va tout d'un coup créer une forme de désillusion vis-à-vis de la réalité du monde social chez cet individu-là, et qui va progressivement l'emmener vers l'action violente. Alors, vous voyez bien à travers ce schéma à quel point penser la radicalisation est complexe, puisqu'on se trouve face à des trajectoires qui sont extrêmement individualisées, extrêmement individuelles, et en même temps la nécessité de trouver quand même un certain nombre d'éléments communs pour être en mesure d'agir et surtout de comprendre le phénomène. Alors, je vous présente ici un schéma que nous avons développé du côté du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à Montréal, qui essaye de revenir sur un certain nombre d'éléments qui sont communs à travers ces trajectoires de radicalisation. Pour les personnes qui sont intéressées à lire le schéma de manière plus approfondie et surtout de manière plus calme, il est disponible sur notre site. Vous aurez l'adresse du site internet à la fin de la présentation. Vous pourrez donc retourner le voir et le consulter. La manière dont on conçoit le processus de radicalisation menant à la violence du côté du CPRMV, on le situe à 3 niveaux. On le situe dans sa partie la plus à gauche, au niveau de la société.
La radicalisation commence toujours au croisement des histoires individuelles et des histoires sociétales. Ce que ça veut dire qu'il y a toujours dans chaque trajectoire de radicalisation quelque chose d'à la fois de très individuel, une situation très individuelle qui peut être liée à des problématiques très personnelles, des liens familiaux très complexes, des histoires de vie qui sont des histoires de vie cabossées, des parcours qui peuvent être des parcours difficiles, des parcours scolaires, des parcours professionnels difficiles, et en même temps un terrain sociétal sur lequel ces parcours existent. Le terrain sociétal, c'est un terrain qui est un terrain international. Les événements internationaux impactent évidemment les trajectoires de radicalisation, mais c'est aussi un terrain national. Les débats de société qui nous animent au quotidien sont aussi un terreau, finalement, qui joue dans la radicalisation. À partir de ce niveau sociétal-là, on a des individus souvent qui vont se trouver en position de situation de malaise identitaire. Des individus qui sont en situation de remise en question vis-à-vis de leur appartenance à la société et vis-à-vis de leur, finalement, acceptation du contrat social. Ces individus, ils vivent dans des milieux. Et c'est là où on se situe dans la deuxième partie de notre schéma. Ces individus vivent dans tout un tas de milieux. Le milieu des amis, le milieu familial, le milieu professionnel, le milieu scolaire, le milieu sportif. Et c'est dans ces milieux que les individus vont aller chercher des réponses, vont aller chercher finalement des justifications à leur compréhension du monde, parfois à leur malaise identitaire, à leur questionnement, à leur quête de sens. Et c'est dans ces milieux qu'ils vont recevoir un certain nombre de réponses qui vont venir les orienter, soit vers des orientations plutôt prosociales, une idée de changer le monde, mais à travers les règles du jeu et à travers le contrat social qui nous est tous imposé, ou à travers d'autres formes de moyens qui sont des moyens beaucoup plus violents. Et c'est là où on se situe dans un basculement dans la troisième partie, qui est le niveau individuel, où là, on a des individus qui soit s'orientent vers des actions plutôt prosociales, soit s'orientent parce qu'ils ont reçu des réponses, et je vais y revenir un peu plus tard, qu'ils ont reçu des réponses qui sont d'ordre radical et d'ordre radical violente, qu'ils vont s'orienter plutôt vers des logiques d'engagement dans la violence. Encore une fois, ces logiques d'engagement dans la violence s'effectuent à un degré divers. On a des individus qui vont s'engager auprès de groupes radicaux violents d'un point de vue extrêmement passif, des gens qui vont rester derrière leur ordinateur et qui vont seulement participer, par exemple, à l'effort de propagande, qui vont juste participer à la rediffusion du discours radical de certains groupes. Mais on a des gens qui s'engagent pleinement dans l'action violente et qui rejoignent aujourd'hui les groupes du côté de la Syrie. Cette schématisation du processus de radicalisation, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'on peut le symétriser à la radicalisation qui n'est pas seulement la radicalisation politico-religieuse. Il est important de le symétriser à d'autres formes de radicalisation, la radicalisation liée à l'extrême droite, la radicalisation liée à l'extrême gauche, ou d'autres formes de radicalisation qui peuvent avoir des causes plus uniques. On parle par exemple de mouvements qui sont des mouvements anti-femmes, des mouvements anti-avortement. Cette conception de la radicalisation, elle est capable d'expliquer aussi ces formes de radicalisation. Je vais vous parler maintenant des trois composantes finalement qui constituent, à mon sens, le processus de radicalisation. La première composante, c'est toujours ce que j'appelle le terreau de la disponibilité. Le terreau de la disponibilité, c'est la disponibilité d'un individu finalement à rentrer dans une trajectoire de radicalisation. Tous les individus ne sont pas égaux ou également disponibles à entrer dans une trajectoire de radicalisation. Qu'est-ce qui constitue la disponibilité d'un individu ? C'est tout d'abord un ensemble de facteurs de vulnérabilité. Les individus qui rentrent dans des trajectoires de radicalisation sont marqués par plusieurs types de vulnérabilités. On les catégorise de notre côté en 5 grandes catégories de facteurs de vulnérabilité. On a tout d'abord des vulnérabilités psychologiques, des individus qui ont, on va dire, des profils psychologiques, soit des fragilités psychologiques, soit des troubles psychologiques de santé mentale explicites, qui les rend plus vulnérables et plus disponibles à rentrer dans une trajectoire de radicalisation. On a ensuite des facteurs socio-identitaires qui rendent certains individus, encore une fois, beaucoup plus disponibles que d'autres à rentrer dans une trajectoire de radicalisation. Le fait, par exemple, de subir un isolement social qui peut être choisi, se retirer de la société. On a un certain nombre d'individus qui choisissent d'eux-mêmes de se retirer de la société. Mais cet isolement, finalement, les rend d'autant plus vulnérables à rentrer dans les trajectoires de radicalisation. Le fait d'avoir la perception d'être stigmatisé dans son identité, un facteur extrêmement important qui rend d'autant plus propice ensuite
les discours radicaux qui vont venir donner un sens à cette stigmatisation. Troisième catégorie, les facteurs biographiques. Évidemment, on sait, nous le savons tous, pour les gens qui sont à la fois dans les milieux de recherche ou dans les milieux pratiques, l'adolescence et la tranche d'âge 15-25 ans est un facteur extrêmement important de radicalisation, puisqu'on est dans une période de la vie où on est face à des questionnements, on est face à une volonté de remettre en cause des institutions, ce qui nous rend d'autant plus propice et d'autant plus disponible finalement à pouvoir être susceptible de succomber à certains discours radicaux et à certains discours qui vont finalement accompagner cette remise en cause des institutions. Deux autres facteurs, les facteurs externes qui sont des facteurs, comme je vous le disais, qui sont les facteurs de la société, les facteurs de ce qui se passe au niveau international. Il est évident qu'on n'aurait pas ces niveaux de cas de radicalisation s'il n'y avait pas actuellement aujourd'hui le conflit en Syrie. Ce sont des facteurs qui jouent sur les trajectoires de radicalisation. Et finalement, dimension extrêmement importante, les facteurs relationnels. Comment l'individu est en relation à la fois vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis de son environnement direct. Un certain nombre de facteurs de vulnérabilité, le fait d'être désaffilié de son groupe d'amis, le fait d'être en rupture avec sa famille, constitue finalement ce terreau de disponibilité. Alors, face à ce terreau de vulnérabilité, ces facteurs de vulnérabilité, heureusement, les individus ne sont pas composés uniquement de vulnérabilité. On a aussi des facteurs de protection. Et c'est ces facteurs de protection qui vont venir balancer un peu l'ensemble de ces facteurs de vulnérabilité. On les retrouve dans les mêmes catégories. Si vous prenez par exemple du côté des facteurs socio-identitaires, on sait que les individus qui ont des constructions identitaires relativement stables, qui sont capables de balancer leur identité, de la voir comme complexe et comme multiple, on peut être musulman et français, ce n'est pas antagoniste. On peut être provincial, français et musulman, tout à la fois, sans les voir comme des identités clivantes et des identités opposées. On sait que c'est un facteur de protection. Les individus sont capables d'avoir cette balance dans leur identité. Même chose d'un point de vue psychologique. Les individus qui ont une empathie pour les autres, les individus qui ont tendance à voir le monde de manière beaucoup plus nuancée et beaucoup moins binaire que d'autres, sont des individus qui seront d'autant plus à même de résister au discours radical, qui sont des discours extrêmement binarisants. Donc, pour résumer, en gros, chaque parcours de radicalisation est unique. Néanmoins, il est composé d'un certain nombre de facteurs qui reviennent. Et c'est la combinaison de ces facteurs de vulnérabilité et de ces facteurs de protection qui nous donne finalement le terreau de disponibilité de chaque individu. Vous voyez, dans le cas numéro 1, on a un individu, par exemple, dans lequel le terreau de disponibilité sera composé de ces facteurs relationnels. Par exemple, quelqu'un qui serait en rupture avec sa famille, qui aurait aussi, on va dire, une rigidité psychologique dans sa manière de voir le monde, une vision très binaire du monde, et qui aurait aussi un sentiment de stigmatisation vis-à-vis de son identité. Voici le terreau de disponibilité de l'individu numéro 1. Le terreau de disponibilité de l'individu numéro B est totalement différent. On retrouve évidemment les facteurs relationnels qui sont comparables à l'individu A, mais on retrouve d'autres facteurs. Dans le cas de l'individu numéro B, ça sera les facteurs biographiques. Donc, vous voyez, ce terreau de disponibilité, il est à la fois commun et en même temps singulier à chaque trajectoire. Ça, c'est le terreau de disponibilité. On a un certain nombre d'individus qui sont vulnérables et fragiles dans nos sociétés. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tous les individus vulnérables et fragiles vont se radicaliser. Là où on a radicalisation, c'est quand on a un terreau de disponibilité individuelle qui rencontre ce que j'appelle une offre radicale qui est portée par les entrepreneurs de radicalité. Quand on a des individus qui se trouvent dans une situation, dans un terrain de disponibilité, dans un terreau de vulnérabilité, ils peuvent rencontrer en face d'eux ce qu'on appelle une offre radicale. L'offre radicale, c'est un ensemble de discours, de croyances, de visions du monde qui est composé de 3 dimensions principales. Pour les sociologues dans la salle, ils reconnaîtront toutes les théories du cadrage. Le discours radical est composé de 3 dimensions. La première, c'est le diagnostic sur le monde. Que ce soit la radicalisation djihadiste ou la radicalisation d'extrême droite, ces offres radicales posent un diagnostic sur le monde, sur ce qui ne fonctionne pas. Si vous êtes du côté djihadiste, vous allez penser que le monde ne fonctionne pas à cause de l'impérialisme occidental, à cause du recul de la religion. Si vous êtes du côté de l'extrême droite, le diagnostic sur le monde, c'est qu'il y a trop d'immigrés. Les frontières sont ouvertes. C'est toujours un discours qui commence par un diagnostic sur le monde en tant que tel.
À la suite de ce diagnostic, qui est souvent un diagnostic simpliste, qui va expliquer les événements internationaux et les événements nationaux de manière extrêmement binaire et de manière extrêmement, on va dire, superficielle, il y a toujours une offre de solution. Une fois qu'on vous a dit que le monde était organisé de telle façon à cause de quelque chose, on va vous dire la solution, finalement, pour résorber cette situation, elle est simple aussi. Du côté du djihadisme, encore une fois, on va vous proposer un engagement exactement de la même manière qu'on vous le proposera du côté des groupes d'extrême droite, des groupes skinhead. On va vous dire aussi qui sont finalement les auteurs de la situation actuelle. On va vous dire qui sont finalement les personnes qu'il faut viser pour essayer de solutionner cette situation actuelle. Alors encore une fois, du côté djihadiste, on vous dira qu'il faut viser les États occidentaux. Du côté de l'extrême droite, on vous dira qu'il faut viser les immigrés, les communautés culturelles, etc. etc. La dernière dimension, c'est toutes les motivations et les incitatifs moraux à rejoindre une cause. Tous les discours radicaux, toutes les offres radicaux se présentent toujours d'un point de vue moral. Les djihadistes présentent leur cause d'un point de vue moral. Il s'agit d'une cause juste, finalement. Exactement de la même manière dont les skinheads et les groupes d'extrême droite vont présenter finalement leur action. Eux seuls ont compris la justesse finalement de leur action. Et c'est ça la troisième composante de l'offre radicale en tant que telle. Il est évident que cette offre radicale, elle n'existe pas dans l'abstraction de l'espace social. Cette offre radicale, elle est portée par un certain nombre d'acteurs, qui sont les entrepreneurs de radicalité ou ce qu'on appelle aussi les agents de radicalisation. Ces agents de radicalisation, ce sont eux qui, justement, essayent de cadrer le discours et de cadrer cette offre radicale. Ils la cadrent, justement, de manière à la rendre simpliste, de manière à la rendre abordable pour les individus vulnérables, et ils la cadrent aussi de manière extrêmement binaire, en termes de bien, de mal, de juste, d'immoral. Tous les discours radicaux sont fondés sur ces principes. Il y a toujours un groupe qui est plus juste, plus moral, plus valeureux, plus héroïque que les autres. Il y a toujours un ennemi en face. Il y a toujours un groupe, finalement, à marginaliser, à combattre. Et c'est vraiment cette dimension-là qu'on retrouve en permanence dans le discours des entrepreneurs de radicalité. La troisième dimension, c'est les moyens. Quels moyens les entrepreneurs de radicalité mettent de l'avant pour résoudre, finalement, ces situations contemporaines qu'ils essayent de diagnostiquer. Et la plupart du temps, les réponses sont toujours des réponses qui orientent vers l'action violente, qui orientent finalement vers la violence comme unique moyen de résorber, ou en tout cas de résoudre le statu quo. Alors, quand on a d'un côté ce terreau de disponibilité et de l'autre cette offre radicale et ces entrepreneurs de radicalité, encore faut-il qu'ils se rencontrent. Et c'est là où on a le processus, finalement, d'adhésion à une offre radicale. Le processus d'adhésion à une offre radicale, il s'opère en 4 temps. C'est tout d'abord l'individu qui va être exposé à cette offre radicale. Comme je vous le rappelais dans notre schéma du processus de radicalisation, on a des individus qui peuvent être en situation de vulnérabilité ou de disponibilité qui opèrent dans tout un tas d'espaces sociaux. Les milieux scolaires, les milieux associatifs, les milieux même au sein des quartiers, du point de vue de la géographie. Et c'est dans ces milieux qu'ils vont parfois être exposés à tout un tas d'offres radicales. Et il y a beaucoup d'individus qui sont exposés à ces offres radicales en tant que telles. Ce qui fait la différence entre un individu qui va être uniquement exposé à une offre radicale et un individu qui va poursuivre sa trajectoire de radicalisation, c'est qu'il va y avoir une résonance du point de vue de certains individus. Certains individus vont entrer en résonance vis-à-vis du discours qui leur est tenu parce que ça vient expliquer leur situation individuelle, parce que ça vient faire écho à un vécu expérientiel de leur situation. Si vous êtes par exemple victime de stigmatisation et que vous rencontrez la stigmatisation au quotidien, il est évident qu'un discours qui vient poser un diagnostic sur le monde, qui met de l'avant le fait que si vous êtes stigmatisé, c'est parce que la France ne vous aime pas, c'est parce que la France ne respecte pas votre identité, il est évident que ça va avoir un écho beaucoup plus fort chez quelqu'un qui reçoit cette stigmatisation au quotidien que chez quelqu'un qui ne l'expérimente
jamais ou pratiquement jamais. Donc c'est vraiment cette résonance entre ce que contient l'offre radicale et les individus qui permet d'avoir l'accrochage, ou en tout cas l'adhésion initiale à cette offre radicale. La troisième dimension, c'est le développement progressif de ce que j'appelle une socialisation, une sociabilité radicale. C'est non seulement adhérer à l'offre radicale, mais aussi adhérer aux individus qui portent cette offre radicale. C'est finalement l'endoctrinement de groupe, l'endoctrinement par le réseau d'amis, par le réseau finalement du quartier, par le réseau d'amis en milieu scolaire. C'est ce phénomène-là qui finalement va renforcer l'adhésion à l'offre radicale parce qu'on n'est plus seulement le seul à adhérer à ce discours-là, on est le seul parmi un groupe beaucoup plus important. Et c'est ça qui fait la force de cette offre radicale, c'est qu'elle est portée non pas de manière individuelle, mais de manière collective. La dernière dimension, finalement, c'est cette adhésion croissante et incommensurable. Incommensurable, c'est un mot un peu barbare, mais une adhésion finalement qui n'est plus relativisée à cette offre radicale. L'offre radicale devient la grille de lecture exclusive pour l'individu pour analyser le monde et pour faire un diagnostic. Tout est interprété en fonction de la grille radicale que cet individu-là a adoptée. On est donc dans un processus de radicalisation en 4 temps qui s'opère finalement par le renforcement de cette offre radicale qui va venir du côté de l'individu et qui va venir dans toutes ses sphères de vie. En tant qu'individu, on est tous influencés par différentes sphères de vie. On est influencé dans nos croyances parce que nos réseaux familiaux nous disent, parce que les milieux de travail nous disent, parce que les associations auxquelles nous appartenons nous influencent aussi dans nos croyances. Ce qui se passe dans la radicalisation, c'est que les individus vont opérer dans des sphères de vie qui sont de plus en plus convergentes et surtout de plus en plus homogènes. Exemple typique, vous avez un individu qui va opérer dans un réseau professionnel, dans un milieu familial et surtout, du point de vue de l'Internet, sur une consultation de site web, qui sont orientés vers un même discours radical. Il est clair qu'à mesure que cet individu va avoir des sphères de vie qui sont de plus en plus homogènes dans le discours qui est tenu et de plus en plus en cohérence, il va lui-même se couper d'autres sphères. Il va couper ses amis pour ne pas avoir un discours qui est contradictoire ou finalement concurrent. Donc on a vraiment cette logique d'entrée progressive dans la radicalisation. La question de l'Internet. La question de l'Internet comme facteur finalement ou simplement comme catalyseur des processus de radicalisation. C'est une question qui revient énormément dans la littérature, c'est une question qui est énormément abordée et qui mérite finalement qu'on s'y penche de manière beaucoup plus nuancée, beaucoup plus contextuelle. On a aujourd'hui une explication très macro-sociologique du rôle de l'Internet dans les phénomènes de radicalisation. Autrement dit, la question est posée justement comme je vous l'ai montré auparavant, est-ce que l'Internet joue un rôle ou pas dans la radicalisation? L'Internet, ça n'existe pas. Il existe un certain nombre de pratiques vis-à-vis de l'Internet. L'Internet, c'est un gros réseau qui est lui-même sous-divisé en énormément de sites, en énormément de sous-sites. Les médias sociaux ne sont pas l'Internet. Et c'est surtout, finalement, une multiplicité d'expériences individuelles vis-à-vis de l'Internet. Nous ne consommons pas l'Internet de la même manière. Nous ne sommes pas avec les mêmes compétences numériques les uns des autres. On a aussi aujourd'hui une très forte, finalement, vision de l'Internet comme cette seringue hypodermique qui est une référence à tous les théoriciens des foules et les débuts des théories de la communication du fin 19e siècle, début du 20e siècle, où finalement, comme si nécessairement les messages auxquels nous étions exposés, nous les absorbions. Nous les absorbions sans réflexion critique, sans finalement recul possible. Il y a énormément ce discours qui est présent dans l'espace public, comme quoi l'Internet, finalement, il suffirait d'y être exposé, il suffirait d'être exposé à un site web pour finalement basculer dans la radicalisation. C'est une logique extrêmement simpliste et c'est surtout une logique qui a tendance à créer une rupture entre ce qui est du côté de l'Internet, du virtuel, et de ce qui est du côté du monde réel. Il faut réfléchir à la manière dont nous-mêmes nous pratiquons l'Internet. Notre vie est composée d'un mélange entre ce qui est du virtuel et du réel. Les gens avec qui vous communiquez la plupart du temps sur Facebook sont des gens que vous croisez aussi dans votre quotidien. Et ce n'est pas seulement à travers les seules discussions Facebook que vous avez avec ces gens-là que vous êtes influencé. C'est une combinaison, encore une fois, de ces deux dimensions. Alors, l'important, à mon sens, c'est de justement nuancer le rôle que peut avoir Internet dans les trajectoires de radicalisation. Je vous montre rapidement un schéma qui a été fait dans le cadre d'une étude réalisée avec des collègues canadiens
sur la multiplicité des rôles que peut avoir Internet dans les trajectoires de radicalisation. On trouve de manière typologique 3 situations dans lesquelles l'Internet va jouer. On a tout d'abord ce qu'on appelle les trajectoires, ce qu'on appelle les radicaux purs en ligne, c'est-à-dire des gens dont la trajectoire de radicalisation s'est non seulement amorcée à travers l'Internet, mais c'est aussi poursuivie à travers l'Internet. Autrement dit, une radicalisation qui serait uniquement une radicalisation à travers l'Internet et uniquement une radicalisation numérique. Cette radicalisation, elle est relativement, on va dire, mineure. C'est vraiment une extrême minorité de cas qui sont dans une logique de radicalisation uniquement virtuelle. On a plutôt 2 autres types de trajectoires qui sont soit des trajectoires où l'Internet finalement va être en anglais on dit trigger, une amorce finalement de la trajectoire de radicalisation et qui va ensuite se poursuivre dans le monde réel. L'individu va amorcer sa trajectoire de radicalisation à travers l'Internet, mais va vouloir très vite finalement avoir des contacts avec des individus dans le monde réel. L'Internet n'est plus suffisant, ce qui représente une part extrêmement importante des trajectoires de radicalisation. Ou de l'autre côté, une trajectoire dans laquelle l'Internet finalement agit comme un mécanisme de renforcement de la radicalisation, où là on a des individus qui commencent leur radicalisation dans le monde réel, auprès d'agents de radicalisation qui se situent dans leur environnement, mais qui vont finalement se servir de l'Internet comme un facteur pour renforcer leurs croyances, pour aller chercher un certain nombre d'informations sur les discours qu'ils entendent dans le monde réel, encore une fois. Donc tout ça pour vous dire qu'il est important aujourd'hui de complexifier finalement notre regard vis-à-vis de l'Internet et de ne plus penser l'Internet en termes binaires. Est-ce que l'Internet joue un rôle ou pas en termes de radicalisation? Il est évident que l'Internet joue un rôle en termes de radicalisation, mais il est important finalement de complexifier notre regard sur l'Internet et sur la manière dont l'Internet joue sur ces questions de radicalisation. En terminant, je voudrais insister sur l'importance aujourd'hui d'approfondir finalement ce dialogue entre les chercheurs et les praticiens. Je pense que les 2 journées qui sont organisées ici à Paris sont extrêmement importantes de ce point de vue-là. La recherche sur la radicalisation, elle est extrêmement abondante. Ça fait plus de 10 ans qu'on a des chercheurs qui travaillent partout dans le monde sur la radicalisation. Il y a une foule de travaux qui existent et si n'importe qui travaille sur ces questions-là, c'est qu'on a à peu près 40-50 articles qui paraissent quasiment chaque mois sur ces questions-là. Donc finalement, l'enjeu n'est pas trop peu de recherche sur la radicalisation, mais c'est plutôt une mise en commun. On a beaucoup de travaux de recherche, encore une fois, sur la radicalisation qui ne se parlent pas, qui développent de nouvelles voies de réflexion qui sont intéressantes, mais qui sont totalement déracinées de ce que d'autres chercheurs ont pu faire. Je pense qu'il est venu un moment où on a un besoin de mettre en commun les approches et surtout de voir comment elles peuvent se parler entre elles ou correspondre les unes aux autres. La deuxième dimension, c'est l'importance de sortir des débats uniquement théoriques. La radicalisation, et je pense les praticiens ont besoin aujourd'hui d'avoir des outils concrets, des outils finalement qui parlent de leur réalité. D'où l'importance de partir encore une fois d'une recherche qui est avant tout empirique avant d'être théorique. La théorie doit être au service finalement du terrain et non l'inverse. Il faut favoriser des recherches donc empiriques mais aussi des recherches contextuelles. La radicalisation telle qu'elle s'opère à Paris ne s'opère pas de la même manière à Montréal. Et même la radicalisation telle qu'elle s'opère à Paris ne s'opère sûrement pas de la même façon qu'elle s'opère à Lyon ou dans d'autres régions de la France. D'où l'importance de favoriser des recherches contextuelles. Contextuelles à la fois géographiquement, mais contextuelles également sur les différentes formes de radicalisation. On ne peut pas aujourd'hui penser la radicalisation djihadiste sans penser les autres formes de radicalisation. C'est une impasse intellectuelle et c'est une impasse empirique de vouloir penser la radicalisation djihadiste dans son autonomie. La radicalisation djihadiste, elle est influencée par le discours qui existe dans la société, le discours xénophobe, le discours islamophobe qui peut exister. Et on a une dimension hydraulique quasiment entre ces 2 formes de radicalité qui doivent être pensées de manière combinée et conjointe. Dernière dimension, d'un point de vue beaucoup plus pratique, c'est approfondir finalement l'interface entre la recherche et les milieux de pratique. Il est important que les chercheurs puissent avoir accès au terrain. Il est important que les chercheurs puissent avoir accès non seulement à des données qui sont parfois des données confidentielles ou sécuritaires, mais aussi que les chercheurs puissent accompagner les praticiens directement dans leur action quotidienne afin d'avoir finalement une vision qui est au plus près du terrain. Il faut absolument que les chercheurs soient finalement directement les mains
sur cette matière qu'est la radicalisation pour être en mesure de fournir des analyses qui sont des analyses d'autant plus justes et d'autant plus adaptées au contexte singulier de chaque terreau d'intervention. Voici pour les différents éléments de recherche actuels que je voulais mettre en exergue. Vous avez ici les coordonnées du centre de prévention. Le site est www.info-radical.org. Je vous remercie.